Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de ce dimanche 18 janvier. La magie continue d'opérer sous le chapiteau de Fontvieille. La deuxième journée du Festival international du cirque de Monte-Carlo a tenu toutes ses promesses. Nous étions au cœur de l'ambiance unique de cet événement. Ambiance rock'n'roll hier soir sur le port Hercule. Le championnat du monde des rallyes a livré un show exceptionnel pour le lancement de la saison 2026. À suivre un entretien exclusif avec Sébastien Ogier. Le tricolore vient tout juste de décrocher son 9e titre de champion du monde et compte bien poursuivre sur sa lancée sur l'étape monégasque qui débutera jeudi prochain. Du basket et cette belle victoire de la Roca Team à domicile hier soir face à Limoges. Très inspirés offensivement, les monégasques confortent plus que jamais leur place de leader du championnat. Raclette, de la tartiflette, de la fondue, ces plats généreux stars de l'hiver sont désormais à déguster les pieds dans l'eau, ou presque, au bar des artistes. Nous ouvrons donc ce journal sur la piste du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Sous le chapiteau de Fontvieille, petits et grands ont pu assister au 2e spectacle de sélection hier après-midi. Au programme des numéros emblématiques et beaucoup de rires, notamment avec l'entrée tant attendue des clowns sur scène. Le récit de Gaëtan Lebrun sur les images de Julien Logier. Mais ça, c'est une école de karaté. On doit prendre ça. Parmi les moments les plus attendus par le public, l'entrée en piste des clowns. Rires et applaudissements ont envahi le chapiteau avec Tony Alexis et sa troupe. Fidèles au festival, ils n'ont cessé de divertir le public, comme chaque année, grâce à des numéros mêlant humour, improvisation et interaction avec les spectateurs. On a l'entrée des clowns. Ça, c'est des 2 Auguste, de comiques comme moi, et un clown blanc, il est habillé à paillettes. Lui, c'est l'intelligence du groupe. C'est le grand frère, on peut dire, non? Et l'autre clown et moi, on est les petits frères. Et lui, le clown blanc, c'est que on fait des choses. C'est l'intelligence. Et nous, d'être côté parce qu'on n'est pas intelligent. Mais à la fin, c'est nous qui gagnons. Moi, je suis la 5e génération, mes enfants. 6e et mes petits-enfants, c'est la 7e. Un festival du cirque ne serait pas totalement réussi sans les forains. Autour du chapiteau, le village du cirque participe pleinement à l'ambiance festive de l'événement. De nombreux stands proposent des gourmandises qui ravissent petits et grands. Churros, chouchous, crêpes et autres douceurs attirent les spectateurs avant et après les représentations. Et en spécialité, surtout, c'est les produits biologiques. C'est ma force, c'est ce que je fais à l'année. Et là, pour le cirque, alors là, on fait une variante. C'est-à-dire que on fait des produits qui sont alsaciens. C'est-à-dire la morissette, la brenzel, la raclette, des choses qui sont un peu plus élaborées. Notre spécialité, c'est quand même notre pop-corn qui est fait avec de l'huile biologique et du sucre biologique. Mes pralines, évidemment, aussi, qui sont une renommée. Les jouets, les sucettes, le pop-corn, la barbe à papa. Tout ça, c'est magique pour un enfant. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo se poursuit encore jusqu'au 25 janvier, avec pour tous les artistes un seul objectif en tête, remporter le Clown d'Or 2026. WRC saison 2026, c'est parti. Sur le port hier soir, le bruit des moteurs a réveillé la principauté. Le championnat du monde FIA des rallyes a officiellement lancé sa nouvelle saison en présence du prince Albert II, du président de l'Automobile Club de Monaco, Michel Boéry, et de nombreux fans. Sur la scène, les voitures et les équipages ont été présentés. Parmi eux, Sébastien Ogier, le pilote français auréolé de sa récente consécration mondiale et tenant du titre à Monaco, compte bien décrocher une 11e victoire au Monte-Carlo. Écoutons-le. Dans quel état d'esprit vous allez attaquer ce nouveau rallye ? Avec beaucoup d'humilité, j'ai envie de dire, malgré tous ces succès, parce que là on parle de 2025. 2025 effectivement a été une année assez incroyable pour moi, avec une 10e victoire à Monte-Carlo, un 9e titre de champion du monde. Donc pas beaucoup de choses que j'aurais pu espérer de mieux. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro pour 2026, évidemment. On repart tous avec une feuille blanche et tout est à refaire. Donc voilà, j'arrive ici avec l'envie de bien faire, évidemment. Le Monte-Carlo, c'est toujours le rallye qui
qui m'a fait rêver depuis tout petit et celui que j'ai envie de remporter le plus pendant la saison. Donc ouais, on n'a pas eu le temps beaucoup finalement de célébrer 2025. Il faut déjà repartir là au combat, mais à Monte-Carlo, c'est toujours avec plaisir. Et c'est celui qui vous tient le plus à cœur, hein, c'est ce que vous dites, pourquoi ? Parce que pour plein de raisons, déjà parce que je suis né dans les Alpes et que tout petit c'est le rallye que j'ai regardé du bord des routes et qui m'a fait rêver. Aussi parce que je pense que ça reste le rallye le plus iconique du championnat du monde et de partout dans le monde. Quand on parle de rallye, le premier nom qui va ressortir, ça sera très souvent Rallye Monte-Carlo. Donc voilà, c'est une grande fierté que d'avoir le record de victoire ici et bien sûr que maintenant l'objectif c'est d'essayer de continuer à ajouter d'autres victoires, d'autres bons résultats ici. Vous avez toujours la même niaque malgré ces 10 succès ? Honnêtement oui, parce que si l'envie n'est plus là, autant rester à la maison. Donc ouais, c'est toujours quelque chose de spécial pour moi que de faire le rallye de Monte-Carlo. Donc ouais, on va essayer de travailler, de faire de bonnes reconnaissances là, dans les prochains jours pour être prêt et en espérant que la réussite continue à nous suivre ici. Côté technique, qu'est-ce qui le rend si difficile ? C'est clairement les conditions hivernales, le fait qu'on ait affronté des routes qui sont de temps en temps asphaltées, mais après très souvent verglacées, enneigées. Et le cumul de tout ça fait que c'est difficile vraiment de s'adapter à chaque fois et de changer le rythme. Donc moi, étant né dans les Alpes, peut-être que j'ai développé cette faculté un petit peu mieux que les autres. C'est peut-être ça qui m'a aidé à souvent être performant ici. Mais malgré tout, je sais que c'est jamais facile de ne pas faire d'erreur sur un rallye aussi difficile qu'ici. Donc voilà, comme je disais au début, j'aborde ce rallye avec beaucoup d'humilité, toujours, malgré le fait que la série en cours ici est assez exceptionnelle. Un mot sur la voiture, c'est un modèle qui a été repensé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de changements, il y a des petites évolutions, mais ça c'est, j'ai envie de dire, c'est une constance chez nous, chez Toyota. Pour aller de l'avant, il faut toujours essayer d'améliorer, même si c'est des petits détails. Ça sera la dernière saison de cette génération de voitures, mais malgré tout, l'équipe a continué à bosser très fort pour encore optimiser ce qui était déjà bon en 2025. Donc espérons qu'on continue à avoir un petit avantage par rapport à la concurrence. Et le championnat du monde des rallyes 2026 se disputera sur 14 manches. La première, le Monte-Carlo, est prévue du 22 au 25 janvier. Vous pourrez suivre en direct le départ, la super spéciale et la remise des prix sur notre antenne. En basket, la Roca Team recevait Limoges ce samedi pour la 16e journée de Betclic Elite. Il s'agissait du 6e match en 12 jours pour les hommes de Vassilis Spanoulis. Malgré l'enchaînement, les Rouges et Blancs ont su être sérieux et tenir leur rang. Les temps forts de la rencontre avec Yannick Debever. Les Limougeaux sont arrivés à Monaco avec la ferme intention de créer l'exploit face au leader monégasque. Le CSP, 13e du classement, débute mieux la rencontre et mène au score dans l'intégralité du premier quart-temps. Léon Stergaard, 18 points étaient déchaînés et son agressivité a fait du mal aux Monégasques. En sortie de banc, c'est le duo français Okobo-Strazel qui va montrer la voie. Le deuxième quart-temps est un récital. Monaco passe un 18-2 à Limoges pour prendre les commandes de la partie et virer en tête à la mi-temps. La troisième reprise est du même acabit que la deuxième. Les Roca Boys creusent l'écart pour compter jusqu'à 24 points d'avance avant de se relâcher dans le quatrième quart-temps. Après 6 minutes sans marquer le moindre panier, Monaco parvient tout de même à tenir son avance et à ne jamais être trop inquiété par son adversaire du soir. Score final 99-88, Monaco signe une 11e victoire de suite en Betclic Elite. Nos gars sont sérieux, même si on a pris un peu du temps à débuter. Après, c'est vrai, ils ont une semaine pour préparer le match. Et moi, ça va, mais surtout les joueurs qui jouent beaucoup en Euroleague, je pense que c'est pas tout le temps facile, mais bon, c'est dans le club dans lequel ils jouent, donc c'est leur boulot d'être sérieux à chaque match. Le mois de janvier et février sont bien chargés. On a fait back-to-back double week en Euroleague, plus presque double week en championnat aussi avec Gravelines et Nancy et maintenant Limoges. Donc oui, on a trouvé un rythme. On ne s'entraîne pas trop. Mon coach, il est smart, il était joueur pas trop longtemps. Donc il sait bien comment garder le fraîcheur un peu. Soit c'est les entraînements un peu décalés, différents, avec des line-up différents, d'avoir un peu de fraîcheur, mais en même temps des routines.
La Roca Team continue son mois marathon et enchaîne un nouveau match dès mardi à 18h45 avec la réception de l'Étoile Rouge de Belgrade. Une rencontre qui signera les retours en principauté du coach Sacha Obradovic, mais également des joueurs Moti Younas et Moneke. Et ce match face à Limoges était gratuit pour les membres du club des supporters de Monaco. Une nouvelle initiative de la part de la Roca Team pour renforcer les liens avec ses fans et qui symbolise le développement du club. Yannick Debever et Julien Logier. Tout sourire, David Michino et Sergueï Gladir sont allés à la rencontre des fans de la Roca Team après leur victoire face à Limoges. Cette rencontre était aussi le match des antennes où tous les fans affiliés au club des supporters de Monaco étaient invités. Ils venaient d'Italie, d'Ardèche, du Vaucluse ou même de Normandie pour porter fièrement les couleurs rouges et blanches. C'est en fait quelque chose qu'on fait depuis des années avec le football. Là, depuis cette année, le basket nous a demandé de pouvoir les soutenir, puisque le club des supporters, c'est pas que le foot. On pense souvent que le club des supporters, c'est le foot. Non, c'est tous les sports. Voilà, on est là pour supporter tous les sports. Donc on a depuis cette année, plus d'actions avec la Roca Team. Et là, on avait l'habitude d'organiser 2 fois par an un match des antennes où on propose à tous les quartiers CSM et Spiritu Roca de se retrouver pour un match des antennes. Voilà, c'est vraiment le match phare. Voilà. Donc... Moi je trouve ça top parce que déjà ça permet d'être pas mal dans les tribunes parce qu'on était une centaine ce soir donc c'est bien. D'habitude on est 30-40 quoi, donc là ça porte mieux. A priori on s'entend mieux aussi dans le gymnase, donc ça c'est super. Ça crée des liens, on peut partager notre passion ensemble, etc. Donc moi je trouve ça pas mal. Toujours dans sa recherche de développement, la Roca Team affirme à nouveau son intention de créer une fanbase importante pour le basket français. Vu l'engouement de cette opération, un nouveau match des antennes devrait avoir lieu plus tard dans la saison. Tous les yeux seront tournés vers Davos demain et jusqu'à vendredi. La ville située dans les Alpes suisses s'apprête à accueillir un nouveau forum économique mondial. De nombreux décideurs sont attendus, comme le président américain et le prince Albert II. La principauté sera au cœur du dialogue, justement, notamment mercredi pour le Monaco Day. Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité, est interrogée par Émilie Rousseau. Bonsoir Ludmila. Bonsoir Émilie. Vous serez donc présente à Davos la semaine prochaine, à la Monaco House plus précisément. Pourquoi avoir choisi Davos où va se dérouler le World Economic Forum pour organiser ce Monaco Day ? Alors la station de Davos pendant toute la semaine du World Economic Forum, c'est un endroit où se croisent les décideurs, les gens qui réfléchissent aux grands enjeux économiques internationaux. Et c'est un endroit surtout où l'on peut confronter les idées, où l'on peut parler, où l'on peut échanger de façon très libre. Donc c'est un espace utile, j'ai envie de vous dire, pour prendre de la hauteur. Donc c'est une démarche qui me paraît tout à fait légitime dans un monde qui aujourd'hui évolue de façon un petit peu, je n'irai pas jusqu'à dire chaotique, mais en tout cas instable et incertain. Et il est important pour Monaco de pouvoir être dans cet endroit où se trouvent donc ces personnes qui réfléchissent et qui prennent des décisions à fort enjeu pour pouvoir comprendre, confronter et échanger ce qui bâtit le modèle monégasque. C'est dans cet état d'esprit qu'a été conçu ce Monaco Day. Comment va se dérouler cette journée ? Nous avons 24 speakers internationaux qui seront présents toute la journée de 9h30 à 20h30 autour de 13 ou 14 créneaux d'intervention. À cette occasion, on va parler de modèle économique, de gouvernance, des signaux positifs, des signaux négatifs, des enjeux et des décisions stratégiques à prendre. Ce Monaco Day a été placé autour du thème de la neutralité constructive avec un axe fort mis autour du domaine maritime et du yachting. Pourquoi ? Le secteur du yachting et plus largement maritime, c'est un secteur qui est confronté aujourd'hui à l'ensemble de ces enjeux. Les enjeux environnementaux, les enjeux réglementaires, une forte pression à bouger, à changer, à se transformer.
Donc on a voulu montrer aujourd'hui comment il est possible de répondre à ces deux enjeux au travers de deux panels un petit peu différents. Le premier est porté par des industriels et des acteurs importants du secteur. Nous aurons Aleko Keseoglu pour la Société des ports de Monaco, nous aurons Bernard d'Alessandri pour le Yacht Club et Per Bjørnsen, qui est le CEO de la société V-Ships, implantée de très longue date à Monaco. Donc là, on va plus parler d'enjeux industriels et de capacité à évoluer face aux nouvelles réglementations et aux normes et aux contraintes qu'impose ce secteur. Le deuxième panel sera plus orienté vers la vision de long terme. C'est la capacité à se projeter et à inventer de nouvelles solutions. Et à cette occasion, nous aurons Espen Oino, qui est un architecte naval internationalement connu et installé à Monaco, lui aussi de longue date, qui discutera à cette occasion avec Frank Binder, qui est un de nos résidents, qui porte le projet Ulycia, qui est un méga yacht résidentiel. Et donc, tous deux pourront échanger sur cette vision que porte le secteur maritime. On l'entend et on le comprend dans vos propos. Le but, c'est réellement de promouvoir le modèle monégasque tout en profitant de l'occasion pour établir des ponts avec l'international. Hein. Nous avons un modèle qui doit évoluer, qui doit être à l'écoute aussi de ce qui se passe dans le monde, des changements qui interviennent dans le monde. Et c'est pour nous une magnifique occasion d'écouter et d'offrir cet espace de discussion, à la fois pour nos intervenants, mais aussi pour le public qui va y participer, pour faire connaître et également entendre ce qui se passe ailleurs. Oui, c'est être présent là où se nouent les échanges, on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. C'est être présent là où se nouent les échanges, en permettant à notre public d'entendre aussi ce qui fait nos spécificités. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité qu'au-delà des speakers internationaux très connus, comme par exemple la CEO du groupe HSBC Private Bank, ou des grands groupes internationaux de private equity ou de la tech, nous avons souhaité mettre en avant la principauté. Donc, par exemple, avec Pierre-André Chiappori, conseiller de gouvernement ministre pour les finances et l'économie, qui ouvrira la journée de travail. Donc, les représentants du yachting, ça, je vous en ai parlé. Mais aussi des représentants de la place bancaire, Francesco Grosoli, par exemple, CEO de la compagnie monégasque de banque, ou encore Robert Laure, président de l'association monégasque des activités financières, qui seront là justement pour éclairer sur le modèle monégasque et pour pouvoir se confronter à ce qui peut être pratiqué ailleurs. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Merci, Émilie. Poursuivons en musique. L'église réformée a accueilli un nouveau concert de la voûte hier soir. Après la harpe, la trompette et des thèmes aussi originaux que l'Oktoberfest, c'est le Japon qui était mis à l'honneur avec deux invités exceptionnels. Théo Schumer et Arnaud Imbert les ont rencontrés et surtout écoutés avec grande attention. Nul besoin de préciser le thème de ce concert. Dès les premières sonorités, c'est le Japon qui se révèle. Les notes délicates et profondes qui résonnent dans la nef invitent à un voyage inoubliable en compagnie de deux artistes au talent inégalable, Ui Kajiwara au piano et son mari Renosuke Fukuda au violon, tous deux originaires d'Okayama et installés en France. This evening actually mostly French program. And also first piece I'm going to play Japanese composer which called Akira Yuyama, but he was very influenced by French music. And also after that I'm going to play Ravel Sonate. Very French. And in the end I'm going to perform the Izai and Sansans. It's like arrangement of the two composers. Un moment exceptionnel aussi parce que les directeurs artistiques des concerts de la voûte ont décidé de ne pas jouer, laissant entièrement leurs invités faire le spectacle. Ce soir, nous passons la main à deux fantastiques musiciens,
une pianiste et un violoniste. Je suis très heureux que ce soir il nous fasse un récital avec son épouse parce qu'il est marié avec la pianiste. Et en fait c'est un japonais, j'ai plaisir à le dire, qui n'est pas entièrement japonais dans le sens où il a fait ses études en Europe, en Suisse particulièrement, et donc il s'appelle Renosuke. Il est japonais mais avec une mentalité européenne. Et c'est assurément cette mentalité européenne que ce prodige multi-récompensé veut apporter, car se sentir européen n'empêche pas de vouloir faire entendre le Japon comme une symbiose des cultures par le pouvoir de la musique. I started to live since when I was 15, and I was living in Europe for 7 years, and I was traveling all the time. So every people says that I'm not Japanese at all. I'm more European than Japanese. So fake Japanese people says. I mean, it's not like I don't want to show the Japanese stuff, but it's more, I'm thinking more about the composer and what the past of his life and, so I try to focus what the composer was thinking and the time of the color and the culture and everything. So I don't think there is some Japanese stuff in music. Pour les spectateurs, le concert a commencé à l'église réformée de Monaco, mais après un beau voyage, c'est bel et bien là où naît le soleil qu'il s'est terminé. Et notez dans vos agendas, le prochain concert de la voûte aura lieu le 21 février. Il sera consacré au compositeur brésilien Antonio Santana qui fera le déplacement. Allons nous réchauffer dans les salles obscures. Jeudi prochain, dans la petite salle de l'Institut audiovisuel, une projection est organisée à 19h. À découvrir un florilège de films réalisés par des membres du Cinéam en présence de cinéastes amateurs de Monaco ou de membres de leur famille. Fabien Bonilla s'est entretenu avec le directeur de l'Institut, Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle du Cinéam. Après cet été et cet automne, c'est la dernière séance qui présente donc les films réalisés par les membres du club de Monaco. Qu'est-ce que vous allez nous montrer ? Alors, c'est une moisson de films autour du documentaire et de la fiction. Donc, un panachage de films pour montrer la capacité de création du Cinéam. Documentaire, on en verra un qui s'appelle Altitude -60, qui a été tourné au jardin exotique et dans les grottes du jardin, donc qui est mi-fiction puisqu'il y a un argument qui lance cette visite des grottes, et puis une fois qu'on est dans la grotte, à ce moment-là d'ailleurs plutôt en noir et blanc si j'ai bon souvenir, on est plutôt dans la description de ce qu'on y voit, des images rarissimes, en tout cas que nous n'avions jamais montré. Voilà, on va découvrir un film auquel on tient beaucoup, qui s'appelle Négatif Positif, qui est un documentaire réalisé par José Badia. José Badia, c'est le fils de Ramon Badia, qui tenait le célèbre magasin de photos Riviera Photo, rue Grimaldi. Absolument. Et en fait, ce documentaire va raconter comment, après une série de prises de vue photos, quelqu'un vient remettre la pellicule et quel est le processus de développement. Alors on y tient beaucoup parce que c'est Riviera Photo, c'est la famille Badia. On y tient aussi parce qu'on a pu récupérer que le film et pas la version son. Pas le son qui a été créé à l'époque, et donc on a demandé à José Badia s'il voulait bien s'exercer à retrouver ce qui s'était dit à l'époque, de le coucher sur le papier, et c'est sa fille qui a prêté sa voix à ce commentaire. Plusieurs générations ont travaillé sur ce documentaire. Mais je trouve que c'est un travail de recréation qui est intéressant et qui nous place aussi dans une forme de transmission
de cette mémoire. Alors, on se retrouve ici pour le Cinéam, dans cette salle là où on enregistre. C'est ça? C'est ça. Merci Vincent. Merci Fabien. Du réconfort pour terminer. Si la montagne vous manque, allez donc faire un tour du côté du Bar des Artistes. L'établissement situé sur le quai Antoine Ier propose tous les mercredis soirs une soirée savoyarde. Tartiflette, croziflette, fondue à déguster dans une ambiance chalet. Vanessa Dessier, Thomas Deus. Bois clair, spécialité de montagne et ambiance chaleureuse, le Bar des Artistes prend des airs de Savoie le temps d'une soirée conviviale. Face au port, les clients voyagent dans une atmosphère authentique et festive, un dépaysement gourmand sans quitter le quai. Le Bar des Artistes, l'idée c'est de créer des événements. On s'est dit, tiens, l'hiver, pourquoi pas se réchauffer avec une bonne fondue savoyarde. Donc avec mon équipe, avec Sylvain et Daniel, on a décidé de monter ce petit concept ambiance chalet, ambiance montagne. Sans la neige, bien sûr. Le menu spécial fait la part belle aux grands classiques alpins. Produits de qualité, recettes généreuses, saveurs franches. Une carte éphémère pensée pour réchauffer les cœurs et prolonger l'esprit de la montagne au bord du port. Il y a la fondue classique, fondue savoyarde avec des fromages suisses, gruyère et vacherin, un peu d'huile, un peu d'ail et un vin de Provence, le domaine de la Rouillère, pour alimenter la fondue. Fondue naturelle et fondue avec de la truffe. Où là, il y a un petit peu moins d'ail parce qu'il faut qu'on ressorte plus le parfum de la truffe. Et après, on fait la tartiflette et la grossiflette, avec toujours une planche de charcuterie pour agrémenter la fondue, évidemment. Une parenthèse savoyarde qui s'installe dans la durée. La soirée se décline désormais tous les mercredis au Bar des Artistes. Les réservations sont ouvertes et se font directement en ligne. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Les prévisions météo de Théo Schumer arrivent dans un instant. Demain, c'est Fabien Bonilla que vous retrouverez à la présentation de votre 19h. Et puis, ne manquez pas ce lundi le podcast de Mathieu Bellé. Geneviève Berthier a reçu le skieur niçois qui se prépare actuellement pour les Jeux Olympiques d'hiver. Excellente soirée sur Monaco Info et bon début de semaine. Bonsoir à tous, le week-end a été très mauvais en principauté, mais un peu de pluie ça ne fait jamais de mal, je vous dis ça pour vous rassurer puisque ça va se poursuivre encore demain avec une belle masse nuageuse prévue pour votre lundi matin, possiblement accompagnée de pluie. L'après-midi sera très nuageuse aussi, mais la pluie devrait nous laisser un peu tranquille. En revanche, toujours beaucoup de vent à prévoir avec des rafales qui pourront aller jusqu'à 60 km/h par chez nous. Pour les températures, ça ne change pas de la veille, toujours 12 degrés pour le matin et 13 degrés pour l'après-midi. Ce lundi 19 janvier, nous fêterons tous les Marius et ce sera aussi la journée internationale du popcorn. Petit fun fact, fait amusant sur ce snack le plus vendu aux États-Unis, les grains qui n'éclatent pas sont appelés les old maids, les vieilles filles. Une info de plus à votre culture générale. Allez, belle soirée avec nous.